Microsoft. Randall. Tu filais sans dire au revoir à tes vieux copains? Maman est malade à biloxie. J'allais vous appeler, Monsieur Van Cleef. Oui, bien sûr que tu allais le faire. J'en suis convaincu. Je suis persuadé que tu n'avais pas l'intention de me vexer. On prend son pied. Ça a toujours été le privilège d'une élite de traquer la masse. Un conseil d'amis, Boudreau! Tu vas foutre le camp de la région et dis à ta pétasse d'aller agiter ses nichons ailleurs! Salut à tous et bienvenue dans HCast, le podcast du ciné HK et asiatique. On espère que vous allez bien et nous on enchaîne. Ça doit faire 2 semaines qu'on a enregistré la dernière fois, là on est déjà reparti. Je crois que là au niveau productivité, on n'a jamais été aussi productif justement, c'est bien le mot. Je suis Marvin Montes, avec moi j'ai Erwan Kirok, comment ça va? Bah écoute, ça va, j'ai hâte de m'attaquer... Un monument, tu peux le dire. Ouais, un monument du cinéma hongkongais. Il y a déjà des gens sur Twitter qui ont qualifié notre petit king sur Chasse à l'homme de bizarre, je vois pas pourquoi. Il n'y a rien de bizarre à aimer Van Damme et à dire que c'est un film asiatique. De toute façon, vous l'aurez compris, puisque nous sommes le podcast du cinéma hongkongais et du cinéma d'Asie en général, mais forcément, comme d'habitude, on s'autorise des petites sorties de route, et celle-là, c'en est pas vraiment une, puisque pour parler de notre épisode 9, on va donc parler d'un film américain bien sûr, mais tout de même réalisé par un Hongkongais. C'est même le premier film réalisé par un Hongkongais aux États-Unis. C'est bien sûr Chasse à l'homme de John Woo. Jean-Claude Van Damme is the hard target. Hard target en VO. La cible au Québec. Voilà, c'est tout. Comme ça, on aura fait le tour. Chasse à l'homme avec le Muscles from Brussels, notre Jean-Claude Van Damme national, qu'on s'est complètement accaparé alors qu'il est belge. Exactement. Dans sa première collaboration, et même seule collaboration avec John Woo, il collabora avec d'autres réalisateurs hongkongais à plusieurs reprises, mais John Woo, comme ça a plutôt bien marché avec Van Damme, il a eu le droit de passer à des acteurs d'un calibre supérieur, on va dire. Et donc, Chasse à l'homme, c'était un peu son arrivée aux États-Unis et sa rencontre avec un public américain. À mon sens, c'est pas le réalisateur hongkongais à avoir le mieux utilisé Van Damme, tu vois. Non, c'est sûr. Mais je pense que c'est une question d'adaptation aussi, c'est-à-dire que c'était la première rencontre de Van Damme avec un réalisateur hongkongais. Ça aide à instaurer une discussion et donc ça facilite de futurs rapports avec d'autres réalisateurs hongkongais. On dirait qu'on va l'avoir, notre dernière chasse, petit. Et donc on commence par la première question, c'est-à-dire Chasse à l'homme, c'est quoi? Donc on a déjà fait le tour des multiples titrages, voilà, donc ça c'est fait. Et donc c'est réalisé effectivement par John Woo, c'est écrit par Chuck Farrer, que certains connaissent pour avoir écrit par exemple Darkman de Sam Raimi. Et donc voilà, c'est avec JCVD évidemment, mais aussi avec Lance Henriksen, donc qui joue un rôle de méchant, j'ai envie de dire comme d'habitude, et Yancy Butler, donc qui joue je vais pas dire le love interest, parce qu'il y en a pas finalement dans le film, ça c'est dans un montage alternatif. Elle est vraie. Elle est vraie, c'est vrai. Et donc c'est sorti en 1993. Ça dure 97 minutes dans la version dont on va parler le plus souvent. Voilà, donc c'est un film qui est produit par Universal, entre autres, avec notamment Sam Raimi à la production exécutive. Je pense qu'on va pouvoir peut-être commencer par le pitcher. Voilà, c'était prêt pour pitcher Chasse à l'homme, ce qui devrait pas être extrêmement compliqué à mon sens. Ça va aller, je pense que je vais m'en sortir. Donc Chasse à l'homme, c'est l'histoire d'un groupe de mercenaires qui offrent l'opportunité de faire une véritable chasse à l'homme à des gens fortunés pour se faire le plaisir d'abattre quelqu'un. Et donc ils proposent en fait à un copain de Van Damme de participer à ça, ce qui va le lancer sur une sorte de vengeance, enquête pour retrouver les gens qui sont responsables de la mort de son copain, et lui-même va être donc soumis à une chasse à l'homme géante. C'est ça, et donc il faut préciser qu'ils sont tous plus ou moins sans abri en fait, parce que le pote de Van Damme qui se fait traquer, c'est un sans-abri, un ancien militaire, qui trouve des mecs qui ont plus ou moins des capacités pour se défendre en fait, pour les traquer à la Nouvelle-Orléans quoi. On aimerait que vous jouiez un petit jeu avec nous. Vous voyez cette ceinture? Il y a $10 000 dedans. Ils sont pour vous si vous le désirez. Tous, sans exception. Vous pouvez tout changer ce soir. Réfléchissez à ce que tout cet argent peut vous procurer. Vous pouvez avoir des vêtements neufs, prendre un bain, regarder dans les yeux les gens que vous croisez dans la rue. Vous pourrez redevenir un homme avec cet argent. Alors que là, vous êtes l'ombre de vous-même.
Et donc Van Damme qui s'appelle Chance Boudreau. Déjà ça pose un peu l'ambiance. Et d'ailleurs la façon dont il justifie qu'il s'appelle Chance Boudreau, en VO il dit Well, my mama took one. parce qu'en anglais on dit to take a chance. Ouais, et, ma mère a pris sa chance quoi, un truc comme ça. à tenter le coup quoi. Pire ligne de dialogue du film. Attends, non, la pire ligne de dialogue du film je la citerai plus tard, mais c'est pas celle-là. Bon, c'est une des pires. Et du coup voilà, accessoirement ce qui va le mener un petit peu dans cette histoire là, c'est qu'il va porter secours à une jeune fille qui s'appelle Natacha. Une jeune femme. Une jeune femme, oui, pardon, excusez-moi, une jeune femme qui s'appelle Natacha, qui est à la recherche de son père qui a disparu, qui était aussi un sans-abri, un ancien militaire, et qui est en fait une des cibles à avoir été abattue par cette espèce d'organisation. Et donc, juste pour resituer, c'est un espèce de remake mégalo, de remake non officiel en fait, d'un survival classique américain qui s'appelle Les Chasses du Comte Zaroff, The Most Dangerous Game en anglais, qui était réalisé par, entre autres, Ernest Bischofsky, qui était un des coréals de King Kong. Quoi. Oui, ça reprend le thème de la chasse à l'homme, tout voilà, simplement. c'est ça. Mais en tout cas, c'était cité à un moment donné. Oui, je me souviens que c'était la base du projet. Et d'ailleurs, tu as cité Sam Raimi, et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la présence de Sam Raimi au générique, donc en tant que producteur exécutif, la raison de sa présence, c'est que les producteurs étaient un peu frileux à l'idée tout simplement de mettre un certain budget dans les mains d'un réalisateur hongkongais. D'autant plus que c'était le premier. Oui, d'autant plus que c'était le premier, donc c'était pas du tout comme aujourd'hui, la situation est complètement différente, justement grâce à la venue de John Woo et ses consorts. Et donc, ils ont demandé à ce que Sam Raimi soit présent au cas où John Woo n'arrivait pas à aller au bout du film ou n'était pas assez doué pour faire le film. Ce dont d'ailleurs Sam Raimi, qui était très fan de John Woo, était sûr qu'il n'aurait pas besoin de reprendre les rênes, et ça n'a pas été le cas d'ailleurs. Sam Raimi va même jusqu'à dire qu'il était un peu flippé de voir peut-être John Woo possiblement se faire enlever son film des mains en fait. Il était plutôt là dans cette optique là quoi. Je m'excuse, je savais pas, c'est vrai. Je m'excuse. Négligent, voilà ce que tu es, Randall. Négligent et stupide, et tu t'excuses en plus, hein? Tu citais Chuck Pfeffer, le scénariste. Ce qui est marrant, c'est que Arnold Vosloo, qui était notamment dans La Momie 1 et 2, eh bien lui, c'est le personnage principal de Darkman 2 et 3, également écrit donc par le scénariste de Chasse à l'homme. Alors une chose que j'aime citer aussi quand on regarde un petit peu la fiche technique du film, si on se renseigne un petit peu, c'est quand même qu'à la photo c'est Russell Carpenter, qui est accessoirement est le chef-op de James Cameron sur Titanic. Donc pas n'importe qui. Pas n'importe qui, voilà. Donc il a une carrière qui va de True Lies et Titanic à L'amour extra large des frères Farrelly, en passant par Avatar 2 prochainement, puisqu'a priori c'est lui qui fera la photo. Mais mine de rien, le film est de toute façon visuellement, à mon sens, assez réussi. Je pense qu'écoute, on a bien fait le tour de ce qu'était ce film, déjà en tout cas. Si la chose qu'il faudrait peut-être préciser avant qu'on rentre un peu plus loin, c'est qu'il existe beaucoup de versions, alors on expliquera certainement pourquoi, mais en tout il y en a eu 7. On peut retrouver la fameuse version cinéma qu'on connaît, qui doit faire, je sais pas moi, 1h37, un truc comme ça. Il y a une version Director's Cut qui est un peu plus longue, je sais pas, elle doit faire à peu près 2 heures il me semble, et il y a une version vraiment workprint, une toute première version pour la projection test qui est encore plus longue, qui doit faire peut-être 10 minutes de plus que l'autre quoi. Mais nous on va se concentrer en tout cas sur celle qui est accessible à tout le monde, d'ailleurs qui est même sur Netflix au moment où on enregistre. C'est la version cinéma, celle de 97 minutes en fait, qui est sortie sur à peu près tous les supports, je pense. Et c'est finalement un des films les plus connus de Van Damme. Hey! Donc écoute, on va commencer peut-être par le contexte, qui est plutôt important quand on parle de chasse à l'homme, donc du coup, parce qu'on est en 1993, John Woo débarque aux États-Unis. Alors la genèse du projet est pas forcément clean, dire que ça aurait pu passer d'un extrême à l'autre, on va dire, parce qu'en fait le départ du projet, l'acteur principal pressenti avant que ça commence vraiment à prendre forme, c'était Kurt Russell. Ouais, tu savais pas, pourtant tu sais le mulet et tout ça, ça rapproche quoi. C'est un truc qui est même passé dans les mains de la Carole Co, je crois. Mais le fait que tu me dises Kurt Russell, ce que je trouve marrant, c'est que on a un autre acteur de The Thing qui est dans le film. Est-ce que tu sais qui c'est? Là comme ça, c'est Wilford Brimley, l'oncle Doovie. Ah justement, la pire ligne de dialogue du film, on y reviendra. Wilford Brimley, il était donc dans The Thing avec Kurt Russell justement. D'accord. Donc on n'a pas eu Kurt Russell, mais on a eu Wilford Brimley. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on a vraiment perdu au change? Il y a des moments où j'arrive à m'étonner moi-même. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, Kurt Russell, je suis quasi sûr qu'il lève la jambe moins haut, quoi. Franchement, avec un changement de casting comme ça, en plus, vu la personnalité que Van Damme a affichée à cette époque-là, ça te change absolument un film. Ah bah parce oui, que clairement. T'as Kurt Russell, déjà, tu filmes pas l'action de la même manière, et puis ça t'apporte un niveau d'acting qui est quand même si je pense que Van Damme fait de son mieux, mais bon, faut pas se cacher que Van Damme, il est quand même très limité. Bien sûr. Kurt Russell est quand même à un autre niveau, donc on se serait potentiellement retrouvé avec un
film. On sait que John Woo est pas spécialement, on en a déjà parlé ici, le plus grand directeur d'acteurs de l'histoire, tu vois. Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a besoin que son acteur déroule, quoi. Donc je pense qu'il était un peu emmerdé, mais bref, le projet atterrit finalement dans les mains de John Woo parce que Van Damme à ce moment-là est au top de sa carrière. Hein. C'est-à-dire qu'il a déjà signé des gros succès, type Universal Soldier par exemple. Hein. Et donc en fait, Van Damme à ce moment-là, il est au top de ses carrières, il est au top de sa folie quasiment, hein, voire de sa cocaïnomanie, parce qu'il faut pas l'oublier. Du coup, en fait, il en arrive tout simplement à un stade où quand il récupère un projet dans les mains, il a tendance à vouloir un petit peu diriger les troupes, tu vois, savoir qui va réaliser, savoir qui va faire ci, qui va faire ça. Et donc c'est lui qui réclame en fait John Woo, hein, parce que Van Damme, pour replacer un peu le truc, il a quand même une relation assez particulière à Hong Kong. Figure-toi qu'il voulait être à l'origine, il avait tenté sa chance en tant que mannequin, je crois, et acteur, au moins cascadeur, figurant à Hong Kong avant sa carrière internationale en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas fonctionné. J'imagine voilà. bien. Tant mieux pour lui. Et même en fait, ses premiers rôles un peu marquants, type dans Karate Tiger, c'est tourné à Hong Kong. Et après, je crois que Bloodsport et Kickboxer sont tournés tout ou partie à Hong Kong. En tout cas, il y a des scènes qui sont tournées à Hong Kong. Donc il a toujours une relation particulière avec eux. D'accord. Il connaît bien leur cinéma et donc c'est lui qui a demandé à récupérer le réalisateur qui sortait de toute épreuve quand même, sachant qu'il a récupéré le réalisateur qui s'américanisait en plus le plus. Et qui souhaitait venir aux États-Unis depuis très longtemps. Bien sûr, et donc juste voilà, pour vraiment remettre le contexte, on a déjà parlé de la rétrocession, notamment justement quand on a parlé de Hardboiled, parce que la rétrocession c'est un des facteurs qui a fait qu'une partie des Hongkongais a commencé à émigrer, quoi, tranquillement. Alors après on fait souvent une erreur un peu factuelle, c'est qu'on a tendance à dire que c'est le facteur, alors c'est pas que ça, hein. Je suis même pas sûr que ce soit le facteur majeur, je pense que le facteur majeur c'est l'appât du gain, déjà. Tout bêtement, hein, pour la plupart ils sont venus à Hollywood parce qu'on leur a promis de l'argent. Deuxièmement, parce qu'on avait un cinéma hongkongais justement qui avait tendance à s'américaniser de plus en plus, hein, parce qu'en fait en 93, alors je sais plus si en 93 ou en 92, mais c'est la fameuse année où pour la première fois le top du box-office à Hong Kong c'est un film américain, c'est Jurassic Park, et donc derrière le cinéma hongkongais s'américanise, hein. Alors il y a pas que John Woo quand il fait à toute épreuve, mais je pense à, je sais pas, un exemple que je retrouve souvent, je trouve, c'est Johnny To, tu vois, avec Lifeline, qui est une sorte de ressuscité de Backdraft, hein. Alors même si elle est un peu plus réaliste, ça n'empêche que les influences sont évidentes. Et donc voilà, il y a aussi tout simplement le fait que le cinéma américain ait besoin d'aller chercher ces mecs-là à un moment donné, quoi. Ce que disait John Woo sur le fait de venir aux États-Unis, c'était que les opportunités étaient bien meilleures pour un réalisateur. C'est-à-dire que lui se sentait cantonné dans un genre, ce qui était quand même assez le cas, hein. Il disait que Hong Kong, soit tu faisais des comédies, soit des films d'action, et que justement les États-Unis permettaient d'aller voir des genres bien différents. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. D'ailleurs, il a essayé de faire son grand film de guerre. Bon, le résultat n'était pas là. De quoi, de Wind Talkers, tu parles? Oui, de Wind Talkers, ouais. On lui a donné les coups des franches grâce au succès de ses films précédents pour aller explorer des choses qui l'intéressaient vraiment. Il pensait dans l'idéal faire le restant de sa carrière aux États-Unis et de pouvoir justement faire une grande comédie musicale, je pense, des projets qui le faisaient rêver, mais il s'est passé ce qui s'est passé, il a dû retourner un peu la queue entre les jambes à Hong Kong. Alors après, on a parfois tendance à dire que le système américain l'a un peu broyé et que c'est là-bas qu'il aurait découvert les problématiques un peu de studio et de production. Je pense pas que ce soit le cas parce que je veux dire, il a quand même connu Choyark, la Film Workshop avant, si tu veux. Donc en termes de problèmes d'influence des producteurs, je crois que là il avait déjà été servi, si tu veux. Mais je pense que c'est des problèmes différents parce qu'effectivement avec Choyark c'est un système bien particulier parce que t'as un mec qui a un ego surdimensionné et en même temps un talent surdimensionné en face de toi. Ouais, mais qu'il l'a quand même carrément forcé à faire des films qu'il voulait pas faire, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais je pense que aux États-Unis c'est plus ce qu'il a broyé, c'est déjà la puissance de la star, notamment avec Chasse à l'homme, mais aussi d'une certaine manière la rigueur chiante que peuvent avoir les studios américains. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut qu'absolument tout soit storyboardé. Il y a peu de place pour l'improvisation. Pour l'improvisation, alors que John Woo est un fan d'improvisation. John Woo, lui, il est soumis vraiment à son humeur, à ce qu'il ressent, et qu'un jour, s'il arrive sur le set de tournage et qu'il dit non, finalement, je veux que la scène elle soit tournée comme ça, on va faire tel plan, machin, les studios américains ils disent non, c'est pas possible. Et donc, il se retrouve bridé dans sa créativité parce que c'est comme ça qu'il travaille. Et le système asiatique et hongkongais va dans ce sens-là, dans le sens de l'improvisation. Ils sont prêts à faire des journées énormes, ils sont constamment dans la découverte, dans la recherche de faire des nouvelles choses. Et des choses qu'ils font eux-mêmes, il faut pas l'oublier non plus. Ouais, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a aussi un truc avec Van Damme, je pense qu'il est pas mal doublé et qu'il y a beaucoup de montage quand même. Tu le vois. C'est pas pareil, quoi, tu vois. Et d'autant qu'on l'a déjà dit, le souci majeur, c'était que John Woo, on sait qu'il a besoin de son alter ego, en tout cas il a besoin d'un acteur référentiel, quoi, dans le film. Hein. Je pense pas qu'il l'ait trouvé là pour le coup. Ah non, vu les relations conflictuelles qu'il a eues avec Van Damme. Puis je pense vraiment pas que la personnalité de Van Damme, si tu veux, à l'écran, s'accorde avec la sensibilité de John Woo, quoi, jamais. Salut mon chou. Mais qu'est-ce que c'est que cette...
Tu m'as manqué. Par rapport à ce que tu as dit, le fait que Jean-Claude Van Damme ait choisi John Woo pour faire le film, ce que j'ai également lu, c'est que John Woo avait choisi le scénario de Chasse à l'homme, en fait, qu'on lui a proposé tout un panel de scénarios. Bien sûr, ouais. Et qui s'est arrêté sur celui-là. Et ce que je trouve intéressant, et je sais pas si c'est le bon endroit pour en parler, mais c'est justement l'approche en fait du film, sachant qu'il vient de Hong Kong et qu'il arrive dans le pays qui le fait rêver depuis toujours, la Mecque cinématographique, et que le premier film qu'il choisit de traiter, c'est des États-Unis en crise en fait. Bah, complètement, ouais. Il fait de son héros une sorte de vagabond, un mec qui a pas de fric, presque un clochard. Ouais, et puis en fait, il s'attarde sur presque les héros américains oubliés, si tu veux, parce que on parle des anciens militaires, des mecs on connaît ces histoires de vétérans qui finissent sans abri. Ouais, il y a un côté Rambo dans ces personnages-là, tu vois, qui subissent la désillusion et qui sont mis de côté par la société. Je trouve ça hyper intéressant qu'il arrive dans un pays qui le fait rêver, mais que pour autant, il choisit d'adapter un scénario qui montre les États-Unis sous peut-être leur aspect le moins glorieux, avec des personnages broyés en fait. Et je trouve ça hyper courageux de sa part de dire je veux faire ce scénario-là, et ça montre qu'il n'est pas plein d'illusions par rapport à ce pays-là. Comprenez-moi, mademoiselle, votre père, il était comme nous tous. Il vivait au grand air. Vous voyez ? Et puis si t'extrapoles encore plus, comme on disait, c'est que au final il choisit un scénario qui parle d'un mec qui s'enfuit, quoi. Ce que tu dis est très vrai, le fait qu'il fuit, mais le fait aussi qu'il n'ait pas d'attache, parce que je sais pas si tu te souviens, mais il y a cette scène où justement il est sur le point de décider s'il va travailler avec la nana pour l'aider à retrouver son père ou pas. Je vous aiderai avec plaisir, chérie. Mais on dirait que je vais être absent un bout de temps. C'est un mec sans attache. Et après, bon, peut-être qu'on extrapole un peu trop fortement, mais c'est vrai que ça peut rapprocher en fait de John Woo qui devient d'un seul coup un peu apatride. Voilà, je trouve ça très intéressant. Enfin, c'est pas innocent le choix de ce scénario, quoi. Et oui, il y a toujours un petit coin infortuné sur notre planète où on peut mener à bien nos affaires. Alors bah vas-y, écoute, si tu veux déclamer ton amour ou pas pour Chasse à l'homme, et qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, moi, juste avant, je te laisse commencer, je te dirais juste que je l'ai revu il y a à peu près un mois. J'ai revu des passages et honnêtement, je l'ai revu clairement à la hausse. C'est un peu la mode aussi de revisiter nos icônes des années 80, 90. Et de réhabiliter un peu beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que je garde un peu de recul, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, en revoyant le film, je savais déjà qu'il y avait des très bonnes scènes, enfin en tout cas au moins des bonnes scènes où l'influence de John Woo est vraiment présente et il arrive à faire des trucs vraiment cool avec sa mise en scène, quoi. Quand tu sens qu'il a un bon acteur avec lui, en fait, il peut faire des trucs vachement bien. Je cite la scène où l'acteur Willis Carpenter, qui joue donc le copain de Van Damme, qui accepte le deal de participer à la chasse à l'homme poursuivie par les mercenaires, et ben la scène où il arrive à échapper pendant quelques minutes à ses assaillants et qui se retrouve un peu au milieu de la rue principale de la ville avec tous les passants qui crient à l'aide et qui refusent de l'aider. S'il vous plaît. C'est une scène qui est assez troublante, un peu badante. Par pitié, s'il vous plaît. Et l'acteur joue particulièrement bien. Et quand il se retrouve, voilà, t'as tout ce montage alterné où tu le vois, comment dire, s'arrêter parce qu'il sait que c'est foutu pour lui, et tu vois en contre-champ les mecs en train de s'armer, prêts à lui tirer dessus. Et je trouve que c'est peut-être une des meilleures scènes du film, quoi. Tu parlais de bons acteurs bien dirigés. Il y a aussi Lance Henriksen, en fait, qui est vachement bon. Il est vachement bon. Il a été récompensé d'un Saturn Award, d'ailleurs, pour sa prestation de méchant. Mais lui, tu comprends qu'il sait complètement ce qu'il joue. Et il le fait très bien. Et d'ailleurs, il connaissait très bien le cinéma de John Woo. Il n'attendait qu'une chose, c'était de pouvoir travailler avec lui. Donc tu sens qu'il prend vraiment un plaisir, qu'il comprend comment fonctionne le cinéma de John Woo. Vous savez, mademoiselle, vous, je peux comprendre, c'était une question de famille. Vous n'aviez absolument rien en commun avec ces gens. Mais vous, qu'est-ce qui vous a donc poussé à me compliquer la vie comme ça? Les pauvres ont besoin de distraction aussi. Et du coup, est-ce qu'il joue vraiment du piano dans la vie? Ça, je sais pas. Ça m'a fait beaucoup marrer, moi, quand même. Déjà, parce qu'il s'appelle Émile Fouchon, déjà. Mais ouais, il y a des scènes qui sont typiquement John Woo et qui sont top. La scène avec le coroner qui se fait tuer chez lui à travers l'œilleton. C'est top. Moi, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai repris un ou deux plans de cette séquence parce que j'avais un court-métrage qui se déroulait comme ça à travers un œilleton. Je me suis dit, personne ne comprendra la référence, mais je vais quand même la faire. Le mec fait des rêves à Chasse à l'homme dans ses courts-métrages, t'es un ouf. Ouais, vraiment, moi, je trouve que c'est un film qui se regarde très agréablement. C'est un film qui a des moments parfaitement ridicules, soyons clairs. Ça fait un peu partie c'est le véhicule de son acteur aussi, tu vois. Oui, c'est ça, mais comme dans tous les films de John Woo, il y a un excellent montage. Ce qui est marquant, c'est de voir justement, enfin, là, je vais citer son deuxième film américain à John Woo, Broken Arrow, donc qui est un film beaucoup plus américain dans la forme. On sent justement que il est plus entouré
et des collaborateurs qui comprennent moins son art que justement dans Chasse à l'homme, où malgré les difficultés, il a quand même Sam Raimi qui d'une certaine manière le protège le projet, qui lui donne des collaborateurs à lui, notamment Bob Murawski, c'est le monteur de Sam Raimi, tandis que Broken Arrow, John Woo s'est justement plaint d'avoir un monteur qui par exemple n'aimait pas les ralentis, ce qui est un peu un comble quand tu travailles avec John Woo quand même. Et finalement on sent justement que c'est John Woo qui se débat dans le système américain, tandis que voilà, Broken Arrow, c'est un peu John Woo qui se fait un peu manger par le système américain, qui accepte de se plier à la forme du cinéma américain. Donc Hard Target, Chasse à l'homme est finalement plus intéressant comme film d'un point de vue artistique, d'un point de vue historique, par la venue de John Woo, quoi. Alors du coup, moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que toi, au début, tu parlais du fait qu'il s'intègre un petit peu dans le mode de production américain, déjà en employant, mine de rien, un sujet qui touche le public américain à travers ces histoires des vétérans, quoi, qui sont les héros oubliés de l'Amérique, en fait, tu vois. Et même au-delà de ça, je pense qu'il est assez réfléchi dans les influences, justement, qu'il a envie de citer dans ce film-là. Parce que je trouve que c'est quand même un métrage où il n'hésite pas à complètement embrasser ce qu'il aime aussi, tu vois, dans le cinéma. C'est-à-dire que lui, il cite pas mal Peckinpah, il me semble, hein, John Woo. Oui, tout à fait, ouais, c'est une grosse influence. Et en fait, t'as vraiment ça dans Chasse à l'homme, en fait. Tu vois, le film, il commence presque comme un western, en fait. Il filme des ruelles, tu sais, de la Nouvelle-Orléans, mais comme s'il filmait une rue de western où il va y avoir un duel, quoi. L'influence même musicale est très western. Le moment où Van Damme apparaît, là, tu sais, dans la rue, là, avec son manteau long, là, et t'as un travelling circulaire, et t'as quasi une musique de western, tu sais, un peu câlin, là, qui commence, quoi. Bah attends, mec, tu sais qu'on a beaucoup parlé à la sortie du dernier Mission Impossible de l'acteur qui joue Superman, là, dans la scène de baston des toilettes, où il arme ses bras. Mec, des années plus tôt, Jean-Claude Van Damme, il dégaine sa jambe. Mais ça, on a beau en rire de ce truc à la con. Mais c'est génial. Il n'empêche que si ça, c'est pas un renvoi direct au western, je sais pas ce que c'est, quoi. En fait, t'as des décors qui font des fois, tu sais, presque un peu factices, en fait, qui ressemblent vraiment à des décors de western où il va se passer un duel, quoi. Tu vois, t'as ces ruelles comme si t'allais avoir le saloon d'un côté et tout. Mais ça. C'est un western, quoi. Moderne. Donc, clairement, ouais. Ça, c'est une démarche que je trouve assez maligne d'avoir, en fait, clairement, tu vois, signifié ses influences les plus américanisantes, en fait. Ouais, bien sûr. Ça, c'est un truc qu'il a fait qui est complètement réfléchi et que d'autres n'ont pas su faire après lui, tu vois. Mais c'est le contexte, en fait, de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est dans cette ville qui est vidée de sa police parce qu'elle est en grève, parce qu'il y a plus d'argent, en fait. Ce qui explique que la ville se soit. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, si on regarde le film un peu de travers, de pourquoi ces gens-là agissent en toute impunité, parce que vraiment il y a personne qui s'inquiète de la disparition, mais quelque part le fait que personne ne s'inquiète, si tu veux, de la disparition d'anciens militaires sans abri, c'est complètement cohérent avec le propos du film, quoi. Quand tu revisites le film sous l'angle du western, enfin tu penses au Train sifflera 3 fois, ce genre de film où les mecs débarquent justement dans la ville pour faire leur méfait, pour tuer le shérif, et là d'une certaine manière il y a justement plus de shérif, donc ils s'en prennent aux sans-abri, ils s'en prennent aux petites gens d'une certaine manière. Alors qu'en fait finalement il y a un shérif, tu vois. Dis à ton petit copain Van Cleef que je remuerai ciel et terre pour trouver qui a tué Douglas Binder. Alors si t'as compris, grogne un bon coup. La démarche de John Woo me semblait relativement cohérente par rapport au fait qu'il change de territoire et qu'il soit capable de s'adapter. Ça vient notamment du fait, hein, on le sait, que les réalisateurs hongkongais post-nouvelle vague sont de toute manière complètement influencé par le cinéma occidental. Donc si tu veux, c'est pas non plus quelque chose de déconnant, quoi, de s'inspirer du cinéma américain, quoi. Il le faisait déjà chez eux, je veux dire, il le fait peut-être presque dans une nouvelle zone de confort, si on veut, à l'origine, quoi. Mais sauf que d'un autre côté, il y a un truc aussi qui aurait pu matcher, c'est que Van Damme a besoin d'être très présent à l'écran, et d'ailleurs il veut être très présent à l'écran. Je crois que ça fait un peu partie de l'extra-diégèse du film, hein, c'est-à-dire que je crois qu'il lui aussi, il a dû plus ou moins participer au montage, en fait, hein, c'est-à-dire pour que le maximum de plans sur lui ou sur ses muscles ou sur son Marcel. C'est lui qui a insisté pour le plan où tu sais où il est en train d'entourer la grenade avec un vêtement et puis il serre son muscle là. tu regarde le gros plan, tu le vois là bien, mon gros muscle tout veineux. Et du coup il a beaucoup interféré a priori pour le montage final parce qu'il fallait qu'il ait plus de temps de présence à l'écran que n'importe quel autre personnage, y compris de Lance Henriksen en fait. Et en plus de ça, je veux dire, le fait que John Woo approche Van Damme comme un surhomme, encore une fois, c'est complètement cohérent par rapport à ses travaux d'avant.
décevant, quoi. Par rapport à l'Heroic Bloodshed, par exemple, je veux dire, les mecs sont des surhommes. Et encore une fois, il y a la même démarche dans le sens où on t'explique pas pourquoi il est si fort, tu vois. La différence, c'est que d'habitude, les acteurs des Heroic Bloodshed de John Woo, Choyun Fat en tête, évidemment, on pense à lui en premier, c'est jamais quelqu'un qui se met au-dessus du film. C'est-à-dire qu'il est toujours au service de l'action, il est toujours au service de John Woo, il est toujours au service de tout ce qui se passe à l'écran. C'est pas le cas de Van Damme. Van Damme, il se place tout le temps au-dessus de John Woo. Enfin, clairement, c'est ce qu'il voulait, tu vois. Il voulait se placer au-dessus de John Woo, il voulait se placer au-dessus du film, quoi. Tout seul, je les aurais plus facilement. Ils essayent de mettre un peu de sensibilité dans le personnage par la mise en scène, plus que par le jeu, parce qu'on sait que par le jeu c'est difficile visiblement. Tandis que clairement quand on avait Choyun Fat dans The Killer, dans Better Tomorrow, tu sens que c'est des mecs c'est des chevaliers d'un autre temps en fait, qui sont désormais inadaptés à la société moderne. Mine de rien, sur un plan pur d'interprétation, tous ces mecs, Choyun Fat, Tony Leung et compagnie, sont des acteurs dramatiques avant d'être des héros d'action aussi. Hein. Bien sûr. C'est la différence. C'est pas vraiment le cas de Van Damme. Enfin, c'est ce qui fait que c'est un gros problème dans le film. Bah oui, parce qu'en fait, on peut ne pas s'en rendre compte, on peut le sous-estimer, mais l'interprétation, en gros, dramatique, en tout cas émotionnelle, des acteurs des Heroic Bloodshed est hyper importante. C'est pas juste des héros d'action, en fait, loin de là. Donc c'est un problème dans Chasse à l'homme, puisque Van Damme, il est absolument pas en capacité de tenir ça sur ses épaules, quoi. Et puis on le voit très vite, hein, de toute façon, puisqu'à chaque plan est censé l'iconiser quasiment au début, tu vois. Quand il arrive, quand il se bat, enfin, il y a toujours un truc autour de lui. Et je crois qu'il y a au moins 2 voire 3 intros du personnage. Hein. La première, c'est dans le bar où t'as ce travelling avant, énorme gros plan fondu enchaîné sur les yeux. Alors, Chance, comment il était ce gombo? Une horreur. Après, t'as la foi dans la rue, et puis après, c'est quand il accepte le job. Tu sais, la nana elle est dans sa voiture et t'as les barils là qui se font pousser. C'est ce qui est toujours fascinant avec ces films-là, c'est le fait que c'est ces deux univers-là qui se retrouvent pas complètement en fait, parce que quand tu prends du recul et que tu regardes, bah Hong Kong Hollywood ça a pas fonctionné. Mais je pense que ça a été une leçon d'une certaine manière ce qui est arrivé à John Woo, Choi Ark, Ringo Lam, Ronnie Yu. Ça a été une vraie leçon pour les réalisateurs du futur, c'est-à-dire que tu vois des mecs comme Takeshi Kitano qui ont dit bah je viens faire un film aux États-Unis, mais c'est un film japonais dont l'histoire se déroule aux États-Unis. Quand t'as Bong Joon-ho qui vient faire Snowpiercer, il fait un film et il repart. Quand t'as Park Chan-wook qui vient faire Stalker, il fait un film et il repart. Oui, il n'y a aucune volonté de s'inscrire dans la durée. Je pense que clairement d'avoir vu ces grands réalisateurs-là se casser la figure parce qu'ils forçaient un peu leur entrée dans une culture qui n'était pas la leur, ça n'a pas été un succès et finalement on peut se demander si ça n'aurait pas été mieux qu'ils restent dans leur pays parce que finalement ils y sont retournés. Ce qui est quand même troublant, c'est que John Woo, il aurait pu tu vois, réussir. C'est le seul qui aurait pu. Parce que c'est le mec le plus empreint de cette culture-là, si tu veux, je pense. Et qui vraiment s'y accordait le mieux. On voit que dès le début, enfin, il a une démarche assez cohérente avec ses influences, comme on disait, avec sa manière de filmer ses personnages, tu vois. C'est pas Choi Ark qui lui est empreint d'un héritage qui se voudrait presque plus chinois que hongkongais déjà. Hein. Il a reconnu que s'il y allait aux États-Unis, c'était principalement pour la reconnaissance, c'est tout ce qui l'intéressait, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'était qu'il avait un peu la haine de voir par exemple le nom de John Woo étalé partout et pourquoi pas moi, quoi. Mais du coup, en fait, moi ce que je voulais dire justement, c'est que bah il y a quand même des moments où John Woo il ressort complètement dans ce film-là. Moi je pense notamment à la scène finale qui se passe dans une espèce de entrepôt de carnaval. Ouais, de truc de Mardi Gras là. Ouais. Et là en fait c'est une scène typiquement ouest quoi pour le coup. Hein. C'est il y a ce plan qui est ma boule que je trouve être le meilleur du film. Tu sais où t'as Van Damme qui sort d'un espèce de bureau là, qui saute au ralenti, qui glisse sur son dos et qui atterrit sous une table pour tirer avec ses deux flingues. Et qui tire 40 balles dans le cours d'Arnaud Oslo. Et ça par contre, putain, ça c'est une vraie scène de John Woo, quoi, tu vois, c'est un de ces moments, ces espèces de trucs elliptiques qui arrivent où c'est une scène complètement John Woo, quoi, pour le coup. C'est une scène d'ailleurs qu'il a, d'une certaine manière, qu'il a raffiné dans Volte-Face, parce que cet échange, tu sais, où ils se retrouvent dos à dos avec une porte et ils sont en train de recharger leurs armes. Boudreau. T'es cherché partout. Tu n'as pas dû chercher au bon endroit. T'as là exactement la même scène dans Volte-Face. De toute façon, on sait que les grands auteurs aiment s'autociter. Hein. Et il y en a plusieurs, hein, des scènes comme ça. Les scènes de track aussi sont typiquement des scènes de John Woo. Tu vois, même la première, là, avec la caméra qui suit la flèche. Tu sais qui va tuer le mec. Ça, c'est vraiment un plan, bon, bah, qui est quasiment un plan signature, hein, si on cherche par là.
Et puis qu'il y a une scène d'ailleurs qui lance très bien le film, je trouve, parce que vraiment t'es désorienté, ce qui est assez inhabituel dans un film de John Woo, mais c'est que t'as cette vue subjective qui traverse les rues, t'entends des sortes de la musique du coin, une sorte de jazz. C'est la Nouvelle-Orléans, quoi. D'ailleurs, Nouvelle-Orléans qui a été un choix du scénariste quand il a su qu'il allait avoir Jean-Claude Van Damme comme acteur principal pour justifier de son accent, parce qu'il a quand même un accent à couper au couteau. Ce qui nous donne d'ailleurs la pire réplique du film. Cette réplique-là, elle est incroyable. C'est le moment où il retrouve l'oncle Douvet. Là. Et tu sais, en fait, moi je te parle de cette réplique-là en VO, parce qu'en fait, c'est le seul moment où il parle français en VO. C'est le moment où t'as l'oncle Douvet qui parle avec un accent à couper au couteau. Mais en vrai, il est censé parler correctement, si tu veux, parce que t'es à Nouvelle-Orléans quand même, t'es dans le bayou autour, tu vois. Donc tu te dis qu'il est censé parler français correctement. Et donc il lui dit « Oh chance, tu n'as pas changé ». Tu sais, il a trop de mal, quoi. On n'a pas changé, chance. Et puis t'as l'autre, tu vois Van Damme arriver, les bras écartés, tu vois bien qu'il sait pas trop quoi dire, il fait « Moi non plus d'ouvert ». C'est vraiment le seul moment où il parle en français. Et je te jure, c'est à se pisser dessus quand tu le regardes en VO. Mais par contre, il y a comment un truc qui est important aussi, c'est de resituer ce qu'on disait au début, pourquoi le film en fait a autant de versions. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, parce qu'il y a 6 ou 7 versions en tout. En fait, il y a 6 ou 7 montages avant que le film sorte en version cinéma. Parce qu'en fait, John Woo, il y a un truc qu'il avait pas prévu. C'est la classification américaine. C'est la censure. C'est quelque chose auquel il était pas forcément habitué, par contre, tu vois. Et en fait, j'ai retrouvé des raisons pour lesquelles il avait pas été validé. Et c'est complètement con, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre déjà de morts par séquence à respecter. Donc déjà chez John Woo c'est compliqué, quoi. Tu sais, les mecs ils auraient jamais validé la fin de Hardboiled, quoi. Ou de Killer, quoi. Ça aurait été horrible. Et il y avait un autre truc, quand quelqu'un se fait tuer, à ce moment-là, tu n'as pas le droit d'avoir sur le même plan la personne qui tire et la personne qui meurt. Ouais, ça j'avais entendu parler, ouais. C'est complètement con. C'est un héritage du code ACE, enfin, ça doit être un délire comme ça. T'es obligé de faire un contre-champ pourri, quoi. Ils imaginent que ça augmente l'impact, ce qui peut être vrai d'une certaine manière, l'impact psychologique, tu vois, de voir quelqu'un en train de tuer. Ouais, sauf que ça, chez John Woo, c'est hyper important d'habitude. C'est son beurre, tu vois, c'est son beurre à John Woo de faire ça. Mais c'est la MPAA, donc c'est la société de censure américaine, et c'est marrant parce que de revoir le film maintenant et te dire qu'il a galéré à être rated R, enfin à être interdit aux moins de 12 ans. Ouais, parce qu'en fait, lui voulait éviter le NC-17. Ouais, c'est ça. Alors que c'est le interdit aux moins de 17 ans, aux moins de 10 ans, même accompagné. Et de voir aujourd'hui des films, tu vois, comme John Wick, choses comme ça, de voir comment ça a évolué, tu vois, justement, grâce à des réalisateurs comme John Woo qui ont poussé un peu le bouchon toujours un peu plus loin dans chaque film, quoi. Est-ce que tu peux voir une influence plus grande que celle de John Woo sur John Wick? Ah non, je pense que il y a pas mieux. Tu fais pas mieux que celle-là. Mais juste la dernière chose dont je voudrais parler, c'est qu'il y a The Nerdwriter, donc il y a un YouTuber que je vous conseille absolument, qui a fait une vidéo justement sur Chasse à l'homme et donc sur John Woo, et qui parle de sa manière dont il filme la violence et comment il met en valeur justement grâce au ralenti la préparation à la violence, la préparation à un coup par le ralenti et l'anticipation que ça crée chez le spectateur, et c'est hyper intéressant. Et je vais imager ça avec le moment où Jean-Claude Van Damme se planque et se fait tirer dessus. Il est derrière une bagnole de police dans la rue. On voit la moto arriver, Van Damme s'élance, il lève la jambe, et là en tant que spectateur tu dis oh putain, il va s'en prendre une énorme dans la tronche, et là le bruitage est énorme. Et c'est ça qui est génial chez John Woo, c'est que son utilisation du ralenti, c'est vraiment unique. Il te dit regarde, là il va s'en prendre une énorme dans la tronche, donc t'anticipes complètement, et quand il y a le choc, quand il y a le coup, c'est hyper réussi aussi, parce qu'au niveau du bruitage, au niveau de l'angle, ça marche super bien, tu vois. Et puis il va te baisser la musique, et là le mec se prend le coup, et donc ça c'est quelque chose qui est hyper exaltant en fait dans le cinéma d'action de John Woo, et que tu retrouves pas justement, et The Nerdwriter en parle, tu retrouves pas chez John Wick, chose comme ça. Il y a un déferlement de violence, c'est dans la chorégraphie, c'est hyper impressionnant, mais cette utilisation du ralenti qu'il fait est quand même unique, et je trouve ça très dommage qu'on n'ait pas plus ça dans le cinéma d'action moderne. Parce qu'en fait c'est une approche en fait quasi romantique du truc, mais vraiment au sens premier, quoi. Mais sinon voilà, ça reste quand même un bon film d'action qui porte quand même pas mal des gimmicks de John Woo, mine de rien, qui est assez ambitieux visuellement. Non mais comme tu disais tout à l'heure, c'est un film qui est intéressant à regarder à travers le prisme de l'histoire en fait du cinéma et de l'histoire du cinéma hongkongais par rapport qui s'exporte aux États-Unis. C'est vrai que c'est un angle qui est hyper intéressant. C'est plus intéressant, comme tu disais tout à l'heure, de connaître le contexte du film, ce qui s'est passé autour du film. Même quand je parle de Volte-Face, voilà, j'en parle aussi de la même manière. Volte-Face, même si c'est un mariage réussi, réussi plus ou moins, hein, mais ça reste un film qui a des problématiques qui le rendent fascinant en fait. Pour commencer sur l'impact, et
parce que ça me trouve le cul. Est-ce que tu savais que ce film avait une suite ? Je savais que ce film avait une suite. Chasse à l'homme 2 avec Scott Adkins. Alors j'ai beaucoup de sympathie pour Scott Adkins, on en a déjà discuté, mais quand j'ai su qu'il faisait Hard Target 2, je me suis dit mais quel intérêt de faire Hard Target 2, tu vois ? C'est pas comme si le premier Hard Target était génial, tu vois. C'est quand même l'histoire du demi-frère de Chance Boudreau. Ah putain, c'est son demi-frère dans le film ? Oui, c'est son demi-frère. Bon, c'est juste pour le mentionner parce que c'est un direct au DVD qui a aucun intérêt. Non, après ce qui m'intéresse plus dans l'impact, c'est que John Woo, mine de rien, à travers ce film-là, quelque part il a un petit peu ouvert la voie en tant que premier réalisateur hongkongais. Alors je sais pas trop si le film a marché en fait. Le film a marché, c'est-à-dire que le film est rentré dans ses frais. Il a coûté, plus que rentré dans ses frais, il a coûté 20 millions, 19 millions 5, et il a rapporté 74 millions. Donc c'est pas juste local, c'est mondial. Et c'est quand même un film qui a été récompensé. Ce qui est fou quand on y pense. Jean-Claude Van Damme a gagné au MTV Movie Awards prix de l'homme le plus désirable. Putain. Et donc ça, c'est complètement à mettre au crédit de John Woo. Mais donc du coup, ce film-là donc lui permet quand même de s'intégrer un peu au système, quoi. Et derrière, il va arriver sur Broken Arrow, donc juste après. Et là, il y a quelque chose d'important, qui est une autre citation qui me fait pas mal rire, c'est qu'il trouve John Travolta qui cite comme son Chow Yun-fat occidental. Ça me fait toujours rire. Je ne sais pas pourquoi. Je me pose toujours la question. Je pense qu'il avait envie que ce soit son Chow Yun-fat occidental. Non, mais c'est rigolo. Mais donc voilà, ça a un peu ouvert la voie à l'arc de carrière qu'on connaît. Bon, on l'a déjà pas mal évoqué quand on avait parlé de Hard Boiled, donc on va pas s'attarder dessus. Après, moi, ce qui m'intéresse un peu là-dedans, c'est que Jean-Claude Van Damme va persister dans cette mouvance-là, c'est-à-dire qu'il va passer devant la caméra d'autres personnes. Et puis c'était un peu le début de la fin, Chasse à l'homme, en fait, quand on y pense. Clairement. Mais donc il va continuer un petit peu à s'appuyer sur des réals hongkongais, pour le meilleur et pour le pire, on va dire, quoi. Pour le meilleur, ce sera avec Ringo Lam, à mon sens. Alors même si je pense pas que Risque Maximum soit un super film, je pense même que c'est inférieur à Chasse à l'homme, si vraiment je dois le juger. Mais par contre, c'est là où en tant que personnage il est le mieux traité, vraiment. Parce que Ringo Lam, pourtant, c'était le mec qui semblait le moins compatible, de par son approche du polar réaliste, tu vois, avec Van Damme. Mais c'est que du coup, Ringo Lam, il a fait un truc, c'est qu'il est resté complètement fidèle à lui-même et qu'il en a pas fait un surhomme, quoi. Et finalement, ça marche très bien. Et puis il a pas essayé contrairement justement à Chow Yun-fat, il l'a joué, il a été honnête, c'est-à-dire qu'il a essayé vraiment de tirer quelque chose de Jean-Claude Van Damme à chaque film. Il a essayé de le pousser dans ses retranchements. Et je pense que c'est bizarrement là où Jean-Claude Van Damme a commencé à comprendre ce que c'était de jouer, tu vois, de vraiment jouer. Jusque-là, il était sur ses acquis, il faisait le beau gosse, bon, très bien. Mais là où, justement, sa carrière commence un peu à descendre, d'avoir un réalisateur qui veut vraiment, sincèrement, tirer une prestation de lui, c'était le début d'un chemin vers des prestations qu'on peut retrouver dans JCVD, par exemple. Non, et puis voilà, on disait pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, ce serait évidemment avec Chow Yun-fat, parce que bon, il s'est retrouvé face à John Woo, qui est pas non plus une forte personnalité, si tu veux, humainement. Avec Chow Yun-fat, ça n'a pas été pareil. Voilà, il s'est retrouvé face à un mur, enfin clairement l'un et l'autre en fait, se sont heurtés à un mur, quoi. C'est-à-dire que là ils étaient pas compatibles. Ça a donné Double Team où là je pense que Chow Yun-fat avait un peu laissé couler, quoi. Mais ça a surtout donné piège à Hong Kong où là il se moque de lui de manière assez honteuse. Franchement, Marvin, un jour on fait piège à Hong Kong. Ah c'est sûr, c'est obligatoire. Randall, je repasse ici. Je me coupe un steak. Écoute, on va terminer tranquillement notre épisode. Est-ce que t'as quelque chose à nous lier à tout ça, alors ? Oh putain, j'y ai pas du tout réfléchi. Ok, alors moi j'en ai une. Alors j'ai essayé de trouver un lien un peu biscornu, mais je me suis dit allez, vas-y, on y va, c'est pas grave. J'ai envie de parler d'un film d'un autre réalisateur, un petit peu intégré dans un système qu'il maîtrise pas. Pour le coup, je vais parler d'un très mauvais film, mais qui me fascine quand même un petit peu. Je vais vous renvoyer à Babylon AD de Mathieu Kassovitz, donc qui est le film, un des films de Mathieu Kassovitz à Hollywood, c'est pas le seul, mais c'est un très bon film de problématique. Par exemple. Ah oui, tu vois, les coulisses sont très intéressantes d'ailleurs. Les coulisses sont plus intéressantes que le film. Alors c'est pas forcément le cas de Chasse à l'homme, encore une fois, c'est un film bien inférieur à Chasse à l'homme, on va pas se mentir. Par contre, c'est un film hyper intéressant en termes de problématiques et justement d'inaptitude totale au marché hollywoodien, quoi. Ce qui vraiment là pour le coup était évident, quoi. Et même si tu vois dans le film, tu retrouves un petit peu de ça, quoi. Ouais. C'est ça qui me fascine. Il y a un petit peu de mauvais goût, il y a un petit peu de grotesque là-dedans, tu vois. Il y a une partie du casting française, par ailleurs, qui est complètement fucked up dans Babylon AD, tu vois. Entre Depardieu et Jérôme Le Banner, tu vois.
Mais en fait, il y a tout ça aussi dans Babylon AD, quoi. Il y a ce truc du mec qui arrive, qui veut faire son film, qui croit vraiment en ce qu'il fait pour le coup, quoi. Parce qu'il y a un super doc qui s'appelle fucking Kassovitz, d'ailleurs, qui est sorti là-dessus, qui croit vraiment en ce qu'il fait, qui se retrouve complètement broyé, quoi. Et tu vois le truc se déliter pendant que tu le regardes, et c'est assez impressionnant, quoi. T'as vraiment 2 heures de descente aux enfers, quoi. Tu vois, où ça va de plus en plus mal, tu ressens le truc, quoi. mais bon, je lis à ce que je peux, hein. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben écoute, moi je vais faire un peu comme toi la dernière fois, c'est-à-dire que tu souhaitais parler d'un jeu vidéo et t'as réussi à en parler. Qu'est-ce que tu vas me sortir là? Alors, justement, on parlait de tournage qui se passait pas bien, de coulisses un peu bordéliques, et donc je vais vous faire comme Jean-Claude Van Damme, un grand écart vers un film que j'ai vu récemment et que j'ai trouvé très bon, qui s'appelle One Cut of the Dead. Ah, c'est Ne coupez pas là en français. Voilà, Ne coupez pas. Donc, qui est un film extrêmement surprenant. Alors, il faut s'accrocher pour la première demi-heure parce que vous êtes on assiste au tournage d'un long métrage de zombies, un peu fauché, pour découvrir que finalement l'histoire c'est pas du tout ça, et même si le début était difficile, la fin est top, enfin le reste du film est top, et donc voilà, c'est l'histoire d'un tournage qui se passe pas bien, et donc je sais que je vous fais faire un grand écart, mais franchement si c'est pour vous faire regarder un très bon film, allez jeter un coup d'œil. On en a beaucoup parlé au moment où c'est sorti, j'en avais entendu dire beaucoup de bonnes choses, je l'avais pas regardé à l'époque, et vraiment je vous le conseille chaudement. Bon, même si vous allez vous dire mais c'est quoi le rapport avec Chasse à l'homme? C'est un tournage qui se passe pas bien. Voilà. Bon, bah écoute, pas d'actu particulière, je pense, sinon à part ça en ce moment. Écoute, non, on voulait vous parler aussi des films qu'on avait vus et qu'on avait bien aimés récemment, toujours dans la rubrique des films asiatiques. Et moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour The Truth Beneath, qui est un film coécrit par Park Chan-wook. Donc Park Chan-wook qui, pour moi, avec Mademoiselle, a fait un film déjà incroyable. Si vous l'avez pas vu, Mademoiselle, The Handmaiden en anglais, je vous le conseille absolument. C'est une tuerie absolue. Moi, c'est un de mes plus gros coups de cœur des dernières années. Et donc, ouais, The Truth Beneath, c'est un thriller vraiment vénéneux, et c'est vraiment un excellent film qui va vous malmener du début jusqu'à la fin. Donc, je vous le conseille chaudement. Bah moi, je vais terminer en citant Space Sweepers, qui est un film de SF sud-coréen qui est dispo sur Netflix aujourd'hui. Donc, un gros film, hein, qui est quand même un gros film de SF sud-coréen, que je trouve plutôt pas mal. C'est un espèce de, pour schématiser vraiment fort, hein, on va dire que c'est un petit peu un Cowboy Bebop en live, quoi. Voilà, avec une histoire qui s'attarde sur des gens qui sont un peu les oubliés du space opéra, tu vois. D'accord. Et on parle d'une équipe de mecs qui récupèrent des déchets, en fait. Ok. Qui récupèrent des déchets spatiaux pour les revendre, en fait. Voilà. D'accord. Pour situer un petit peu l'univers, quoi. Et donc, c'est vraiment pas mal, et je pense que c'est un film qui réussit à faire ce que ne réussissait pas, à mon sens, The Wandering Earth, tu sais, le blockbuster de SF chinois, là, il y a quelques années. Et c'est pas du tout le cas dans Space Sweepers, qui, je pense, réussit complètement à être crédible, alors qu'il qui a pas non plus au niveau des standards, on va dire américains, hein, de la science-fiction évidemment, mais qui s'en sort bien, quoi. Qui pourtant est carrément acceptable, quoi, et puis qui en plus garde cette espèce de sensibilité, tu sais, sud-coréenne, avec ses personnages nuancés et qui sont pas du tout des archétypes, quoi. Bah écoute, ceci étant dit, je pense qu'on aura fait le tour. Bah écoute, ouais, mais est-ce qu'on sait quel film on fait la prochaine fois? On sait absolument pas ce qu'on fait la prochaine fois. Donc voilà, ce sera encore la surprise. Moi que t'aies une idée à me sortir du chapeau. Non, je pense qu'il faut que ça mûrisse un peu. On va se laisser le temps. Ok, bon bah écoutez, on ne sait pas ce qu'on va faire la prochaine fois, mais je pense que ça sera bien. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, comme ça vous saurez, et puis voilà. Et puis mettez des petits pouces verts partout. Petits pouces verts, vous pouvez des commentaires sympas. Pouces verts, ça n'existe pas, il y en a nulle part. Mettez des étoiles, bon, vous savez ce que je veux dire, de préférence, des commentaires sympas sur Podcast Addict et Apple Podcast. Voilà, suivez-nous sur le compte Hcast, sur nos comptes perso. Enfin, n'hésitez pas s'il y a des questions, si vous voulez nous parler. Des messages d'insultes aussi, on prend tout. Donc voilà, pas de problème. Et donc d'ici là, on va se retrouver, on va essayer de tenir un rythme normal, hein, voilà, pas de nouvelles de Dragoning. Non, pas pour l'instant. Bon, un rythme normal, hein, c'est un épisode tous les 6 mois, on est d'accord, hein. Oui, mais non, il faut vendre quand même. C'est ce qui se passe, c'est que si on sort pas un épisode dans le mois, on disparaît de toutes les applications. D'accord. Non, mais c'est vrai en plus. Bon, voilà, on n'a pas le choix alors. C'est ça le problème, donc il faut le sortir, il n'y a pas le choix. Donc, voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, on espère que vous serez pas enfermés, hein, ça sera embêtant. Ouais. Mais on va essayer de s'en sortir, j'espère que vous n'êtes pas dans le Pas-de-Calais actuellement, sinon full support, quoi. Ouais, pas de problème, on est avec vous, Jean-Claude est avec vous. D'ici là, Erwan, je te dis à plus tard, bonne soirée, et puis salut tout le monde, quoi. Bonne soirée et salut. Également un grand merci à Jim7800 du Discord HK Cinemovies.
Vous avez écouté Hcast, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.